Bonjour les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous le sachez, là je fais cette vidéo en route parce que cela m'inquiète beaucoup que des Africains puissent vendre leurs propres frères à l'Occident. Alors, comme l'avait dit notre Alpha Blondy, quand il parlait de l'ennemi de l'Afrique, ce sont les Africains, c'est bien vrai. Car sachez-le, comment un ancien Premier ministre africain peut s'asseoir à l'Assemblée nationale française et leur donner des stratégies sur comment reconquérir le pays? Comment pouvez-vous avoir accès aux ressources de ce pays? Comment cette population pense? Par où vous devez passer pour les conquérir? Imaginez qu'un Africain s'assoit sur la table de l'Occident pour discuter de cela. Alors dans cette vidéo, vous allez voir l'ancien Premier ministre du Bénin qui se charge de donner au conseil à l'Assemblée française sur comment ils doivent reconquérir le pays. Je vous laisse découvrir cet homme par vous-même. Que je suis agrégé de l'université, j'étais économiste, j'étais enseignant à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Et ensuite, j'ai fait une carrière privée dans un groupe français industriel qui s'appelle Danone et dans un groupe financier, dans deux groupes financiers français. L'un, la banque Rothschild et compagnie, où j'étais associé gérant, et Paribas Affaires Industrielles, dont j'étais le président. Donc je suis tout de même assez français dans mon expérience. Néanmoins, mon oncle était président de la République du Dahomey dans les années 60. Et au Bénin, j'ai essayé de créer une entreprise, j'ai créé une fondation culturelle. Et malgré de grands efforts pour ne pas rejoindre le gouvernement, j'ai fini par céder mes devoirs civiques. Et donc, j'ai effectivement été Premier ministre de la République du Bénin brièvement. Et candidat à l'élection présidentielle, ce qui permet d'avoir avec nos peuples, évidemment, une relation que vous connaissez bien, qui me paraît essentielle. Ma présence devant vous aujourd'hui montre que je n'ai pas été élu président de la République du Bénin. Le Bénin étant un pays démocratique, je peux encore être citoyen actif dans mon pays, mais je n'en suis plus un responsable public. Donc c'est, si vous voulez, une espèce de vie comme ça, en miroir entre la France et l'Afrique. Alors évidemment, ça crée de nombreux biais, mais un tout petit peu d'expérience. Je voudrais d'abord dire ma gratitude au rapporteur et à votre commission parce que je pense que ce rapport était nécessaire, bienvenu dans le temps, et je m'associe à beaucoup de ses recommandations, franchement. Et notamment, je suis très sensible au fait que vous souhaitez qu'il y ait une politique africaine. Je pense que la formule à Ouagadougou du président de la République en 2017, il n'y a plus de politique africaine, était probablement, comme il a dit hier soir, parlant de quelqu'un d'autre, peut-être un peu maladroite. Alors, j'ai une grande proximité avec le président de la République, donc beaucoup d'amitié. Je ne le critiquerai pas en profondeur, mais je pense que ce n'était pas la bonne expression. Je pense que vous insistez beaucoup, notamment quand vous parlez d'aide publique au développement et quand vous parlez de l'AFD, sur la nécessité d'un portage politique. Vous insistez beaucoup sur les besoins de connaissances intimes du terrain qu'on avait rassemblés dans les équipes de la rue Monsieur, quand il y avait un ministère de la coopération. Moi, je partage entièrement cette idée. Je pense que les sujets entre Afrique et Europe, au-delà de la France, sont vraiment importants pour l'avenir, économiquement, du point de vue des échanges de population, culturellement, etc. Et donc, je pense que ça mérite d'être mieux identifié, mieux porté politiquement. Ça, je crois que c'est une des choses pour lesquelles moi, je vais vraiment tout à fait dans la même direction que vous. Et je me félicite que vous l'ayez dit.
Je vous remercie aussi d'avoir ouvert ce rapport par des considérations démographiques. Parce que je pense que la démographie, la compréhension de la démographie africaine, c'est déterminant économiquement et politiquement. J'ajouterais juste à ce que vous avez fait dans votre tableau de la démographie africaine, que vous présentez comme un moteur de croissance, deux petites choses. La première, c'est, oui, on est un continent jeune, mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas tellement qu'on soit jeune. Au Bénin, l'âge médian, c'est 17 ans et demi. Ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas encore de seniors. Il y a la population de plus de 65 ans moyenne dans le continent, c'est 5% de la population. Donc moi, je suis dans les 5%. Donc c'est vraiment, nous sommes un très petit quota. Mais en France, ça va. En France, vous compensez, nous sommes sensibles à vos efforts. Mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver ? Il est en train de nous arriver quelque chose qui était arrivé à la Chine il y a 50 ans et qui aujourd'hui arrive à l'Inde. C'est-à-dire que nous allons avoir, parce que nous avons de moins en moins d'enfants, parce que la révolution démographique fait que la fécondité baisse dans tous les pays d'Afrique. Alors elle part de haut, mais enfin elle baisse partout. Nous allons avoir la population très vite, dans une génération, la plus nombreuse au monde de jeunes actifs. C'est la situation de l'Inde d'aujourd'hui. Ce fut, avant le vieillissement de la Chine, un atout considérable de l'économie chinoise. Donc oui, la démographie est fondamentale parce que nous allons avoir la meilleure pyramide des âges d'un point de vue économique, celle qui dégage le plus d'épargne, qui crée le plus de vitalité, qui crée le plus de capacité d'innovation. Pas encore beaucoup de personnes âgées, de moins en moins d'inactifs parce qu'ils ne sont pas encore d'âge actif, et donc de plus en plus d'actifs. On est dans la situation inverse, notamment pour nos mécanismes de protection sociale demain, de l'Europe, où vous avez de plus en plus d'inactifs à la charge des actifs. Ça, c'est déterminant. Donc j'aurais peut-être ajouté cet élément de pyramide des âges. Et un deuxième élément, c'est que beaucoup de choses est concentré sur le contrôle des naissances, la maîtrise de la fertilité, la fécondité. En réalité, même les pays d'Afrique qui ont très peu d'enfants. La Tunisie a le même nombre d'enfants que ce que l'INSEE vient d'expliquer de la France d'aujourd'hui, 1,7 enfants. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne permet pas le renouvellement de la population tunisienne. Et maintenant, le Maroc, l'Algérie sont parmi les premiers à avoir des indicateurs quasi européens de fécondité. Et pourtant, la population tunisienne augmente. Pourquoi ? Parce que le vrai moteur en Afrique de la démographie, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Ce n'est pas que nous avons des excès de naissance, c'est que nous avons de moins en moins de mortalité. Nous avons un recul, même si on a les pires indicateurs mondiaux de mortalité, ils sont beaucoup plus encourageants en 2024 qu'il y a simplement 10 ans. L'espérance de vie. Vous voyez, prenez des pays qui sont traumatisés, comme les pays du Sahel. Au Niger, au Mali, je vérifiais dans les chiffres de la Banque mondiale, il se trouve que le Mali est en guerre depuis 2007, de façon aiguë depuis 2012. L'opération Serval est de 2013. Le Mali, dans les 10 dernières années, a gagné 10 ans d'espérance de vie. Ce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même des pays qu'on présente comme faillis et qui sont en guerre sont dans une situation dans laquelle il y a des progrès d'éducation, il y a des progrès d'autonomie des femmes, il y a des progrès de santé publique, il y a des progrès de ration nutritionnelle. Bref, le Mali, qui était à l'indépendance en 1960, un pays où il y avait 28 ans d'espérance de vie à la naissance, est aujourd'hui un pays où on est autour de 62 ans d'espérance de vie. Donc, si vous voulez, dans la démographie, il y a des éléments que vous avez très bien mis en lumière. J'ajouterai juste ces deux-là, qui sont peut-être les plus déterminants et les plus positifs. Je vous remercie aussi d'avoir, en réalité, défini un peu toutes les nouvelles directions
vous avez beaucoup insisté sur les nouvelles bases sur lesquelles construire une relation plus confiante, plus positive, et vous avez beaucoup insisté sur des sujets humains, sur des sujets culturels, sur des changements, des approfondissements dans l'efficacité de l'aide publique au développement. Enfin, en réalité, vous avez fait, dans vos recommandations, au fond, à partir de pilotes, d'expériences, vous avez réussi à montrer que c'était possible d'avoir une relation de plus en plus riche. Et je trouve que c'est le côté positif et très utile du rapport. Et puis vous êtes aussi, à de nombreuses reprises, dans l'insistance sur les besoins de meilleure connaissance. Alors vous en parlez pour le personnel diplomatique, pour le personnel d'aide publique au développement. Je crois d'ailleurs que vous faites confiance aux militaires pour être parmi les plus compétents sur le terrain. Mais enfin, grosso modo, les aspects cognitifs, les aspects de connaissance, quelque chose que vous mettez beaucoup en avant, je trouve que c'est fondamental. Dans la relation franco-africaine, il y a quelque chose qui affaiblit la France, c'est une sorte de déperdition cognitive. On ne connaît pas l'Afrique, notamment sur le terrain économique. C'est frappant. Si vous cherchez de la recherche économique, on est plus fort, à mon avis, dans les domaines culturels, académiques, très fort dans les domaines de santé. Bon. Dans le domaine économique, par exemple, il y a des vrais obstacles épistémologiques. C'est-à-dire que la description ou la perception ou la réputation des économies africaines sont en arrêt sur image sur les années 60-70. Il n'y a pas de renouvellement de la connaissance. On est très loin derrière, même les États-Unis, qui ont pourtant des relations économiques avec l'Afrique plus faibles que celles de l'Europe. Nous sommes loin, en fait, en termes de vivacité de notre... oui, l'Allemagne, c'est un peu particulier. Dans la géographie imaginaire de l'Afrique, un peu différente de la nôtre. Donc, ils sont probablement un petit peu plus savants sur la Namibie que sur le Bénin, si vous voulez. Mais encore que vous insistez sur le fait qu'il y a, en matière d'appui à la démocratie, je ne crois pas que vous citiez la Fondation Ebert et la Fondation Konrad Adenauer, mais c'est très frappant, cette présence. Et c'est une très bonne chose, je crois, que la France ait créé une fondation pour la démocratie aussi, parce que je vous assure que l'influence auprès de nos journalistes, auprès de nos syndicalistes, auprès de nos élus, des deux grandes fondations, SPD et CDU, en Afrique, c'est un démultiplicateur de l'influence allemande puissant. Et à mon avis, très utile aux valeurs, au développement, et à la défense des valeurs démocratiques. Bon, je suis également tout à fait dans votre sens, et je trouve qu'il faut le répéter, même si déjà Paul Hermelin, dans son rapport, l'avait fait. La politique des visas est véritablement quelque chose qui doit vraiment faire l'objet de changements, mais de changements dans le monde entier. Il y a un de mes amis qui était ambassadeur au Brésil, qui était en Chine. Lorsque M. Fabius était ministre des Affaires étrangères, constatant que les consulats en Chine... Il était à Shanghai, il était consul général à Shanghai. Constatant que pour entrer dans la zone Schengen, les touristes chinois, principal contingent en Europe, les hommes d'affaires chinois, allaient chercher un visa au consulat général d'Allemagne et pas de France, parce que en France, ça prenait un temps fou, c'était totalement bureaucratique, il fallait envoyer toute l'équipe de Pékin à Shanghai pour faire à la main des distributions de visas. Donc, si vous voulez, ça ne se passe pas qu'à Dakar et à Kampala, si vous voulez. Moi, je suis souvent en Grande-Bretagne, quand je vois une queue de 3 heures à Knightsbridge devant le consulat français, si vous voulez, et la même chose à New York, je me dis, bon, ça me rassérène, si vous voulez, par rapport à la queue à Cotonou. Donc on a un problème de visa dont je crains qu'il soit générique
Il y a peut-être des progrès, mais enfin, je crois que vous insistez beaucoup sur le fait que ça crée des ressentiments précisément sur cette élite mobile dont on voudrait faire la conquête sentimentale. Je vous assure que ça peut poser quand même un problème. De façon générale, le renforcement de la diplomatie. Alors, vous insistez beaucoup. Moi, j'ai trop d'amis dans la diplomatie française, peut-être pour être aussi sévère que vous, sur le fait que vous avez une façon de dire il faut qu'il y ait une culture bien plus africaine, bien plus terrain, bien plus empathique, bien moins arrogante des fonctionnaires français sur le terrain. Si vous voulez, on a la plus remarquable diplomatie probablement au monde swahillophone. On a également, en termes de diplomatie arabophone, franchement, une diplomatie assez exceptionnelle. Donc je ne suis pas certain qu'il y ait eu... qu'il y ait tant de défauts à notre diplomatie sur le terrain. Mais c'est vrai que la politique française n'est peut-être pas aussi claire, et donc ils ont un petit peu de mal à le servir, et plus ils auraient de moyens, or ils en ont de moins en moins. Enfin, vous allez peut-être me dire que désormais ils recommencent à en avoir un petit peu plus. Grâce à cette commission. Grâce à cette commission, et d'ailleurs je me félicite d'avoir entendu mon amie Madame Colonna expliquer que désormais il y aura un concours d'Orient où on aurait des épreuves de Peul et de Mandingue. Etc. Enfin bon, mais grosso modo, je partage tout à fait le constat, tout en faisant hommage à la diplomatie française quand même de ses qualités. Il y a une chose qui m'a amusé, c'est que vous n'avez pas beaucoup parlé de la DGSE dans le personnel. Alors je me suis dit, ça doit être sûrement une prudence ou un code, ou au fond, il n'est peut-être pas nécessaire de faire des commentaires sur la DGSE dans un rapport d'information. Parce que moi, je ne crois pas du tout que la DGSE soit faible en Afrique. Je ne crois pas que ses interactions avec la diplomatie française soient faibles. Je pense qu'il y a un certain nombre... Enfin, il y a des échanges de personnel entre la DGSE et la diplomatie française, dont je pense qu'ils sont légitimes. Je pense qu'elle avait tout vu venir, en réalité, dans les rejets au Sahel. Je vous rappelle aussi, sur les coups d'État, qu'il y avait eu un peu de scandale avec une note du Centre d'analyse prévision du Quai d'Orsay, qu'on avait appelé l'effet pangolin. C'était en plein confinement. Donc c'est une note d'avril qui était devenue publique alors qu'elle n'était pas destinée à l'être. L'effet pangolin. C'est-à-dire qu'on nous annonçait non seulement qu'il y aurait des coups d'État liés à l'affaiblissement des sociétés civiles, des économies, regain de pauvreté créé par la pandémie, qui a été aggravé ensuite par l'inflation alimentaire liée à l'Ukraine, et qui allait jusqu'à pratiquement désigner les pays où ça se passerait. La seule chose, c'est que cette note qui annonçait la fragilité d'un certain nombre de régimes où les régimes avaient peut-être duré un peu trop longtemps ou n'avaient pas pratiqué nécessairement tout ce qu'il fallait en matière démocratique. Mais la seule erreur, c'est qu'elle pensait que ce serait la société civile, les intellectuels, la diaspora et les églises qui allaient fomenter les changements de régime. Bon, en réalité, quand même, plus efficace à changer les régimes. Nos officiers, d'ailleurs formés, je ne sais pas pourquoi, à l'école de guerre, je vous signale que des grandes écoles françaises, celle qui a désormais le plus de chefs d'État en exercice dans le monde, c'est l'école de guerre. C'est également Saint-Cyr, Couët-Quidan. Ça n'est pas l'école normale supérieure ou l'école polytechnique. Ce que je regrette. J'ai été professeur pendant 10 ans à Couët-Quidan, je suis innocent de ce crime. Non, mais c'est tellement vrai que, si vous voulez, par exemple, il y a un pays, le Togo, qui aujourd'hui joue un peu un rôle de médiateur
et qui est en train d'essayer de faire tomber les sanctions sur le Niger et de trouver un compromis avec la junte du Niger, qui est également le passeur de messages de paix entre le Mali et le reste de la CEDEAO, pour une raison simple, c'est que l'aide de camp du président Faure Gnassingbé est l'ami, parce qu'il est le promotionnaire, du lieutenant-colonel Goïta, président de la transition du Mali, à l'école de guerre, si vous voulez. Donc, je crois qu'à plusieurs reprises, vous dites que la France a renoncé à former les élites. Je ne suis pas sûr, si vous voulez. Vous savez, ceci est enregistré ? Ah oui, alors donc je vais être précis. Ouais. Donc je ne vais pas dire ce que j'aurais dit si je n'avais pas été enregistré. C'est-à-dire que le Maroc est quand même gouverné par des polytechniciens, des centraliens, des ingénieurs des ponts, quoi, grosso modo. Que l'Afrique francophone subsaharienne a vraiment des élites qui sont parfois allées en plus à Harvard ou à Wharton. Il y en a quand même très peu qui viennent de Moscou ou de Shanghai. Donc je ne suis pas sûr qu'on est complètement... C'est moins que vous ne l'avez pas dit. Voilà, donc il y a des gens pour le dire, alors on va dire. Mais ajoutez-y les militaires quand même. Comme ça, vous verrez statistiquement, la France n'a pas renoncé à tout à fait à former les élites. Donc tout ça, c'est pour vous dire combien je pense que votre rapport est pertinent et nécessaire. Alors, je vais juste vous dire 4 choses que, bien volontiers, j'aurais souhaité que, tout est présent, hein, mais que vous les développiez. Premièrement, les entreprises françaises, elles sont peu évoquées et je vous assure qu'elles sont quand même un pilier très important de la présence de la France en Afrique. Et d'ailleurs, ça colore un certain nombre de chiffres que vous utilisez et qui sont à comprendre dans le contexte spécialement français. Par exemple, vous évoquez une baisse de part de marché de la France sur tous les marchés africains, par rapport à la Chine en très grande progression, à d'autres pays européens, etc. Oui, mais la France a doublé le nombre d'entreprises filiales d'entreprises françaises entre 2010 et 2020 qui sont installées en Afrique. Oui, mais il y a 4000 entreprises françaises à la Chambre de commerce franco-marocaine au Maroc. Et vous retrouvez ça dans énormément de pays, et notamment dans les pays francophones, mais pas que dans les pays francophones. Et ça veut dire que la France exporte peut-être moins vers l'Afrique que d'autres pays, parce qu'elle fabrique plus, parce qu'elle est implantée. Et faisons tout petit peu attention, les parts de marché, vous les analysez dans les statistiques douanières, mais que faites-vous des usines de Tanger de Renault, de Kenitra de Peugeot, de Kaduna de Peugeot, qui apparaissent dans les exportations marocaines, puisque ce sont ou nigérianes, puisque ce sont des véhicules qui sont destinés d'abord à l'Europe, d'ailleurs, ceux-ci du Maroc, ou aux autres pays africains. Faire un tout petit peu attention à cela. Nos parts de marché ne sont pas comparables. Par exemple, les Pays-Bas, vous nous dites, les Pays-Bas, l'Allemagne progressent, c'est vrai, c'est évident. Mais il n'y a pas... vous n'avez pas des chiffres, on n'a pas des chiffres, et ça, on en a besoin, de ce que représentent les entreprises françaises en tant qu'elles produisent localement. Je vous rappelle quelque chose dont je crois, j'imagine, votre commission est totalement consciente. La France a une particularité historique. Moi, ce que j'enseignais à l'école supérieure, c'était l'histoire économique. Et ça, c'est séculaire. La France est le pays qui achète le plus d'actifs productifs à l'étranger. C'est comme ça. Juste après les États-Unis. Si vous rapportez ça au PIB, nous sommes des champions de multinationales achetant des actifs productifs à l'étranger. Donc, vous dites la Belgique progresse fortement en Afrique, dans les marchés. Mais qui a acheté la Société Générale du Belgique? Qui possède l'Union minière du Haut-Katanga? Qui a acheté les centrales nucléaires? Et Tractebel, Electrobel sont très présents en Afrique. Engie, Suez. Mais qui est la première banque
et qui a acheté notamment la Belgolaise, etc. Bon, c'est la BNP. Donc faire très très attention. La France devrait revendiquer une partie des parts de marché européennes simplement parce que ce sont des entreprises françaises qui ont investi. Donc faire très attention. Ce sont des chiffres bruts qui servent à exacerber un sentiment de déclin en faisant l'impasse sur le fait que l'économie française n'est pas l'économie belge, elle n'est pas l'économie allemande, ça n'est pas de la même nature. Et donc, pour moi, c'est très important. Vous trouvez que la Turquie progresse trop vite par rapport à un pays comme la France. Mais la Turquie exporte des voitures françaises. La Roumanie fait partie des pays qui vont le plus vite en croissance en Afrique. Alors on pourrait dire, vous vous rendez compte quel défi, la France croît beaucoup moins vite que la Roumanie. Oui, enfin, elle exporte essentiellement des Dacia qui appartiennent à Renault, si vous voulez. Faire un tout petit peu attention à l'utilisation des chiffres. Pour ça, je dis, il y a des obstacles épistémologiques. Donc, est-ce que les entreprises sont assez présentes dans le rapport? C'est une très grande force de la France. Et alors, vous utilisez aussi un monitor du SIAD, mes amis du SIAD, donc le syndicat patronal, qui montre grosso modo que, y compris dans les pays francophones, désormais les élites préfèrent, en termes d'image positive d'un pays, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, etc., selon les pays. Et que la France est toujours reléguée. Alors, j'ai énormément d'amis et d'amitié au CIAN. Cet indicateur ne vaut absolument rien d'un point de vue méthodologique. L'échantillon n'est absolument pas significatif. Et puisque vous êtes allés sur le terrain, et beaucoup d'entre vous connaissent très bien l'Afrique, évidemment que les seules entreprises étrangères dans les pays francophones significatives, que vous preniez Orange, Castel, qui a quand même 37 000 salariés en Afrique, si vous voulez, etc. Mais je pourrais citer EDF, mais je pourrais citer Engie, mais je pourrais citer Total Energy, etc., etc., etc. La seule expérience des élites économiques des pays francophones sont les entreprises françaises. Et je vous assure que quand un salarié a le choix de trouver un emploi dans une entreprise française, dans un pays comme le mien, plutôt que dans une entreprise chinoise, mais si vous voulez, ou américaine, il aurait du mal à en trouver, pour être sincère. Le Canada, c'est bien, mais le Canada, ça n'existe pas en Afrique sur le terrain, si vous voulez. Je vous assure qu'il n'y a pas une minute d'hésitation. Les entreprises européennes, de façon générale, françaises en particulier, ont l'image de respecter le droit du travail, un certain nombre, notamment les entreprises cotées, qui sont obligées d'en rendre compte. Et donc, cet indicateur, il sert à nourrir le pessimisme et le déclinisme français, mais à rien d'autre. Alors, je pense que le CIAN continue de le produire pour obtenir plus de soutien de la République française aux entreprises françaises en disant « Regardez, on ne nous aime plus ». Vous savez d'ailleurs, toutes les statistiques sur l'amour sont souvent difficiles à décoder. Mais alors les gens qui préfèrent le Canada à la France en Côte d'Ivoire, si vous voulez, on doit quand même les compter statistiquement sur les doigts d'une main. La deuxième chose qui me frappe, c'est votre chapitre passionnant sur la géopolitique, la puissance française effacée par toute une série d'ennemis. Alors, en tant qu'Africain, si vous voulez, mon regard est différent. En tant que Français, je vous comprends parfaitement. Parce que votre rapport sous cet angle est un résumé des peurs françaises. Donc, vous avez des périls. Vous avez un péril jaune, terrible. La Chine est en train de nous écraser d'un point de vue d'investissement et d'échanges commerciaux. Alors, sur l'investissement, le stock d'actifs productifs de la République populaire de Chine est inférieur à celui du Portugal. Donc, il faut faire attention. Le fait de construire des chemins de fer, des infrastructures, des stades et le siège de l'Union africaine, c'est formidable. Ça fait des images. Le stock de capital productif, pour des raisons historiques, est encore, pour l'instant, inférieur en stock au Portugal.
Donc je ne parle pas des deux grands pays en stock de capital que sont la Grande-Bretagne et la France pour des raisons historiques évidentes. Quant aux échanges, je m'amuse du fait que vous expliquez que il y a 20 ans, la Chine, c'était moins de 3 milliards d'échanges avec l'Afrique subsaharienne, et qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus, ça a été multiplié par 20, enfin, c'est pas loin de 60 milliards de dollars. Oui, mais mettez cela en miroir avec l'Europe. Il y a 20 ans, c'était moins de 200 milliards d'échanges, d'importations chinoises en Union européenne. Aujourd'hui, c'est 650 milliards. Il y a une très grande différence entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne dans la relation commerciale avec la Chine, c'est que l'Afrique est en équilibre et pas en déficit. Je ne vais pas apprendre à votre commission que le déficit de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine est de 390 milliards de dollars. Le déficit 2023 estimé de l'Afrique vis-à-vis de la Chine est de 2 milliards. On est quelque part entre 60 et 58 entre importation et exportation. Bon, l'Afrique subsaharienne étant beaucoup moins importante que l'Afrique du Sud et le Maghreb Machrek, que vous ne traitez pas dans le rapport. Et donc, effectivement, les chiffres de la Chine sont de l'ordre de 250 milliards avec l'ensemble de l'Afrique, mais la Chine ne s'intéresse pas encore au marché africain. Donc, si vous nous transmettez à travers ce rapport la peur que la Chine déstabilise toutes les parts de marché, il faut être encore plus pessimiste alors, car la Chine, lorsque la Chine s'éveillera à l'intérêt du marché africain, là, il y aura de quoi trembler. Parce que pour l'instant, nous servons en Afrique de fournisseurs de matières premières. Et nous avons très très peu d'intérêt des entreprises chinoises à nous vendre. Alors on nous vend évidemment du matériel de télécom, de chemin de fer, du textile et des jouets. Mais si vous voulez, nous ne servons pas de déboucher à la Chine. Mais ça va arriver. Parce que le continent a quand même aujourd'hui un PIB en pouvoir d'achat qui représente l'addition de l'économie française et de l'économie allemande. Donc ça va commencer à intéresser les entreprises chinoises. Mais ça n'est pas encore fait. Donc de deux choses l'une. Ou on veut être optimiste. Aujourd'hui, la Chine n'est pas une menace pour l'Union européenne en Afrique. Mais si on veut être pessimiste, alors oui, il faut bien penser qu'à un moment donné, nous allons finir par intéresser la Chine. Mais pour l'instant, nous sommes entre l'excédent et l'équilibre avec la Chine en Afrique. Ça n'a rien à voir. Et donc, en réalité, ce sont nos matières premières qu'on transforme dans l'usine du monde qu'est la Chine pour la demande française et allemande. C'est ça le triangle. C'est pas pour nous envahir. Donc tous les discours sur la néocolonialisation chinoise est dérisoire, à mon avis. Deuxième peur, la peur russe. Bon, alors, la Russie, grosso modo, d'après Vladimir Poutine, on n'a pas des statistiques autres que la parole du président, c'est 20 milliards, probablement surestimés sur l'ensemble du continent, d'exportation de la Russie, gonflés aujourd'hui par les prix des hydrocarbures, du blé et des engrais, et les importations de la Russie venant d'Afrique, c'est 2 milliards. C'est-à-dire que ça n'existe pas. C'est 2 milliards. J'attire juste votre attention, puis je vais, Monsieur le Président, aller très très vite à la fin, parce que je vois que j'ai abusé, mais sur la peur russe, je crois qu'il faut être un tout petit peu prudent. Pour l'instant, la Russie est l'ombre de ce qu'était l'Union soviétique. Et à l'époque, si vous voulez, il me semble, en 1991, ce n'était pas une obsession européenne que la menace russe. Si vous voulez, il faut quand même voir les rapports de force, si vous voulez. L'Europe absorbe une partie considérable des exportations de l'Afrique et la Russie, aucune. Donc, si vous voulez, c'est une relation très, très, très asymétrique. Alors, je passe sur la Turquie, l'Iran, etc. Et sur les États-Unis, j'attire votre attention sur le fait que les États-Unis ont considérablement baissé en flux de commerce avec l'Afrique.
Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont devenus exportateurs nets d'hydrocarbures et que l'essentiel de leur commerce était fait jusqu'en 2018 d'importer des hydrocarbures. Le Nigeria, l'Angola, tout ça ont dû repivoter vers l'Inde, la Chine et l'Europe, puisqu'ils ne peuvent plus, au fond, exporter vers les États-Unis. L'Algérie, très important fournisseur de gaz, fournit l'Europe, et c'est d'ailleurs essentiel aujourd'hui, et plus du tout les États-Unis, puisque les États-Unis sont exportateurs nets. C'est un changement radical. Donc les États-Unis ont un discours qui se dissocie de la France, mais et beaucoup de chefs d'État sont intéressés à venir à Washington parler avec le président Biden, il n'y a pas de doute. Simplement, j'attire votre attention sur le fait que la relation économique entre les États-Unis et l'Afrique est faible, surtout pour l'Afrique subsaharienne entre nord et sud, et surtout en déclin. Alors elle recommence à monter un peu, mais en déclin fort, ce qui n'est jamais arrivé à l'Europe et pas non plus à la France. Troisième et avant-dernier point, il n'y a pas, et c'est peut-être là-dessus que vous m'interrogerez, il n'y a pas de rejet de la France par l'opinion en Afrique. Je suis désolé d'aller contre une idée reçue, et d'ailleurs personne ne le mesure. Pourquoi ? Parce que simplement il faut nous faire l'aumône d'admettre que, comme tout le monde, nous avons, comme le monde entier, une opinion publique. Et cette opinion publique, elle est traversée par des courants différents. Et je ne vais pas nier un instant, notamment dans la jeunesse, que nous ayons des souverainistes, que nous ayons des nationalistes, que nous ayons des panafricanistes, comme ils s'appellent, évidemment, et qui sont des activistes, et qui, dans les pays francophones, n'attaquent pas que tout l'Occident, mais plus spécifiquement la France, parce que c'est ce qu'ils connaissent. Et souvent, d'ailleurs, ils sont de nationalité française, entre autres. Par exemple, Kémy Séba, on a découvert qu'il était béninois quand il a fallu l'expulser du Sénégal. Où est-ce qu'on l'envoie ? On ne peut l'envoyer qu'en France, au Bénin, parce qu'il est bénino-français. Bon, la France, ça paraissait pas une très bonne idée, puisque c'est le contempteur du franc CFA, et c'est le plus légèrement stipendié par Wagner. C'est peut-être l'activiste le plus violent contre la France. Donc ils l'ont envoyé au Bénin, qui a découvert qu'il était béninois. Bon. Mais il est surtout français, si vous voulez. Faire très attention à cela. Mais nous avons le droit d'avoir nos extrémistes. Je veux dire, personne ne dirait de la France. Je crois qu'en France, il y a plus de souverainistes qu'en Afrique subsaharienne, pour être sincère. Je crois qu'en France, il y a peut-être même, je ne sais pas si quiconque se reconnaîtrait, peut-être plus de populistes que chez nous, si vous voulez. Mais enfin, si vous voulez, prenez par exemple des attaques que la France prend pour des attaques contre la France. Des attaques contre Total Energy au Mozambique, en Ouganda, en Tanzanie, où il y a une énorme controverse. C'est une controverse des ONG françaises contre Total Energy. Les attentes des ONG africaines sur le développement du pétrole, du gaz, etc., aussi bien en Namibie, qui va devenir le deuxième producteur du continent, qu'au Mozambique, qu'en Ouganda. Mais les attentes des ONG africaines, elles sont très très grandes, et le soutien est écrasant en majorité dans nos populations sur ce genre d'investissements, qui par ailleurs sont des investissements français que vous ne mentionnez pas dans le rapport, mais qui sont historiquement les plus grands investissements jamais faits en Afrique, tout secteur confondu, toute géographie confondue. Donc faire un tout petit peu attention au fait que nous avons une opinion publique et on trouvera toujours 500 personnes pour faire le siège de l'ambassade de France à Niamey. Enfin, il y a 22 millions de Nigériens, il n'y en a pas 22 000. On trouvera toujours de quoi remplir un stade parce que nous avons une opinion publique, nous avons des progrès de la démocratie, malgré les apparences, et de l'expression et des réseaux sociaux. Mais c'est une toute petite minorité. Moi, quand j'étais candidat à la présidence de la République,
sur les réseaux sociaux, j'apparaissais comme un blanc. Alors moi, je suis très habitué à être un blanc en Afrique, puisque je suis très habitué à être un noir en France, si vous voulez. Donc, je présente, une fois qu'on a appris que, voilà, ça ne pose pas grand problème, on peut vivre avec ça. Donc, j'étais le sale blanc envoyé par François Hollande comme gouverneur des colonies. C'est un récit intéressant, en fait. Je pense qu'il y a bien 10% de la population du Bénin qui considérait que j'étais en effet un blanc envoyé par la France comme gouverneur des colonies. Mais sur les réseaux sociaux, ça représentait peut-être 80% de l'expression d'opposition, et dans la présidentielle et comme Premier ministre, si vous voulez. Faire très attention, il y a des miroirs déformants. Et les armées sont en train de faire une étude dans le cadre des opérations de contre-influence sur d'où viennent les contenus très largement faits de fake news sur la France, ses péchés, ses scandales, et donc tout ce qui nourrit le rejet de la France. Eh bien là, j'attire votre attention, et c'est vraiment mon dernier point, mais sur le fait que les diasporas, voilà, les diasporas sont pour plus de la moitié des contenus utilisés en Afrique et qui circulent en Afrique et qui reviennent dans la presse française, les diasporas sont en réalité les promoteurs de ces fake news. Faire très attention. Je vous assure, mon témoignage, c'est que même quand on dit qu'il y a un rejet de la France, je ne crois pas qu'il y ait de rejet des Français. Ça se verrait s'il y avait des rejets de Français, si vous voulez. Il y a une très grande différence entre ces deux concepts. Mais la presse française et l'opinion française est incroyablement sensible à des images et pas à la critique des images. Vous avez 500 personnes devant l'ambassade de France à Niamey. On abaisse le drapeau au départ du dernier soldat. Enfin, il n'y a jamais eu de base française ni à Niamey, ni à Ouagadougou, ni à Bamako. Jamais. Donc, on n'est pas en train de chasser de leur base les militaires français de Djibouti, de Libreville, d'Abidjan ou de Dakar. Il n'y en a jamais. Il se trouve qu'il y a eu des résolutions qui ont demandé à la France de venir dans ces pays. À partir du moment où les autorités publiques ne veulent pas, les troupes françaises partent. Ce n'est pas une expulsion par rapport à des décennies de présence. Pas du tout. Mais encore, vous abaissez le drapeau. Et on a l'impression qu'on quitte l'Afghanistan. Mais pas du tout. Ou le Vietnam, si vous voulez. Parce que c'est la même image. Enfin, à Niamey, il y a 1200 personnes qui n'ont jamais été là avant les 2 dernières années. C'est quand même très différent de quitter l'Afghanistan. Mais c'est des images à très très fort contenu. L'ambassadeur de France que vous avez auditionné au Mali a été expulsé par le gouvernement malien. On était pendant la présidentielle française. 2 dames très importantes dans la vie politique française, dont chacune pouvait penser qu'elle serait présidente de la République. Madame Pécresse, Madame Marine Le Pen, ont aussitôt répondu sur les médias « Il faut expulser l'ambassadeur du Mali en France ». Mais il avait été expulsé 2 ans avant. Et la France avait refusé d'accréditer aucun autre. Donc faire très attention, il y a des symboles comme cela. Mais ces symboles, il faut les critiquer puis les traiter en images. Il y a un imaginaire du rejet français qui est une peur française. Mais s'il y a quelque chose qui devrait inquiéter la représentation nationale, ça n'est pas la Russie, ça n'est pas la Chine, ça n'est pas la Turquie, ce sont les diasporas en France. Parce que vous avez une diaspora à laquelle moi je ressemble, si vous voulez, qui est au service de la relation franco-africaine et qui peut être un atout, et c'est celle dont vous parlez dans le rapport en disant « utilisons les diasporas ». Nommons des binationaux, etc., ou des descendants africains. Et il se trouve que celle-là, d'un point de vue de catégorie socio-professionnelle, elle est certainement acquise. Mais pas du tout celle des cités. Pas du tout. Et en fait, là où il y a un risque de rejet français, c'est si la perception des discriminations ou de l'inégalité des chances continue,
s'accroît, alors là, effectivement, cela va polluer très sérieusement. Le fait que nos enfants en France soient inconfortables, pour la majorité d'entre eux, s'ils se perçoivent comme discriminés, voilà quelque chose qui serait grave pour la relation franco-africaine. Tout le reste, à mon avis, relève plutôt de l'imaginaire, et le président de la République française a eu tout à fait raison de mettre beaucoup l'accent sur la politique culturelle, les restitutions d'objets d'art, le développement de la créativité, la cité de Villers-Cotterêts, parce qu'en réalité, cette relation est très immatérielle, et c'est sur le terrain immatériel, culturel et de l'imaginaire qu'il faut se départir de l'idée et que la France décline en Afrique et que la France est rejetée de l'Afrique. Je vous remercie.